Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier rétro-technique. Cette fois-ci je vais vous présenter une voiture que je suis allé chercher à quasiment 1000 km de chez moi. Ça fait longtemps que je savais qu'elle était à vendre, mais j'avais repoussé mes visites parce que j'essayais de trouver le bon moment pour y aller. Et là j'ai fini par me décider, donc c'est parti, direction le sud de la France pour aller la voir. Alors malheureusement, bon, j'y ai pas vraiment pensé, mais en même temps il y avait pas mal de mauvaises surprises sur cette voiture. J'ai juste fait une petite vidéo en la mettant sur la dépanneuse. Cette voiture, j'ai pas eu beaucoup d'informations dessus. Je pense que la personne qui l'avait, c'est dans le cadre d'une succession, l'a pas beaucoup utilisée non plus. À part qu'elle n'était pas dehors, elle a eu les pires conditions de stockage qu'on puisse imaginer. Les pneus étaient dégonflés, il y avait des souris dedans et rien n'a été fait pour qu'elle s'y installe pas trop. Il n'y avait pas de bâche dessus. C'est une voiture qui est restée dans un garage pendant 30 ans, un petit peu explosée. Elle a pris des bignes, il y a des coups un peu partout dans la carrosserie. Donc comme il faisait quasiment 20 degrés dans les Pyrénées début décembre, première étape, grand coup de Karcher, et puis elle séchera sur la route. L'intérieur, il est noir. Donc ça y est, la voilà arrivée à l'atelier. Alors cette voiture, c'est une Mercedes SLC 350 V8 à l'origine, boîte automatique. La SLC, c'est la voiture qui a succédé à la Pagode, donc c'était vraiment pas un coupé dérivé d'une berline comme les W123 et donc les C123. C'était une voiture complètement nouvelle qui d'ailleurs a fait pas mal de rallyes et s'est pas mal illustrée en rallye. C'était une assez jolie voiture qui était bien dans la continuité de ce que faisait Mercedes depuis des années, et elle avait pour l'époque pas mal d'innovations. Il y a un gros développement qui avait été fait dessus sur des tests d'effort d'endurance et notamment des crash tests et le début des structures déformables, des colonnes de direction rétractables et tout ce qui a pu être fait ensuite au niveau de la sécurité passive. Ça, c'est tout ce que j'ai retrouvé dans la voiture. Donc il y a des doubles de clés, quelques vignettes d'assurance. Elle a été assurée jusqu'en 2004. C'est une voiture au compteur qui a 162 000 km. C'est difficile de dire si c'est le bon kilométrage ou pas vu l'état. Alors elle a une option de toit ouvrant. On voit qu'il y a un petit saut de vent en plexiglas pas très gracieux qui a été mis là, sans doute dans les années 80. Et en fait c'est une voiture qui a été restaurée sans doute au moment de sa conversion dans les années 80. Elle a un peu tout le kit typique de ces années-là, donc les grosses enceintes Pioneer sous la lunette arrière. Le becquet en mousse souple sur le coffre que moi j'aime pas trop, mais qui était bien une option Mercedes de l'époque. Elle l'avait pas d'origine quand elle est sortie de l'usine, parce que c'était une option Mercedes. J'ai passé le VIN dans un VIN décodeur et on peut voir qu'elle avait en option la transmission automatique, les ceintures de sécurité automatique à l'avant. Malheureusement, elle avait un autoradio Becker Grand Prix qui est plus dans la voiture, ça c'est dommage. Je pense que l'autoradio valait quasiment le prix de la voiture. Et autre chose intéressante, c'est une voiture qui n'était pas noire, c'est une voiture qui était bleue, code couleur 920. Et la peinture complète avait été assez bien faite, il n'y a quasiment pas de traces de bleu, faut vraiment les chercher pour réussir à en trouver. Autre particularité sur l'échappement, alors on m'a dit que c'était possiblement obligatoire à l'époque. La sortie d'échappement a été modifiée pour que la fumée sorte par terre et que les gaz d'échappement soient crachés par terre et pas à l'horizontale. Quelqu'un m'a dit que ça pouvait potentiellement être réglementaire à l'époque au niveau du diesel, donc ça a peut-être été fait pour l'homologation. C'est une voiture qui était une boîte automatique à l'origine, donc il y a une pédale d'embrayage qui a été remise pour commander la boîte 4, et on peut voir que la pédale d'embrayage est beaucoup plus usée que les autres pédales.
Donc c'est un indice de plus sur son histoire. Alors est-ce que la pédale d'embrayage va avec la boîte de vitesse? C'est difficile à dire, mais ça c'est une pédale d'embrayage qui avait au moins 200 000 km avec une usure comme ça. Je pense pas que si c'est une voiture qui avait fait beaucoup de route, à 162 000 km la pédale d'embrayage serait pas aussi usée. La sellerie est vraiment pas en bon état, les souris s'y sont installées et elles y ont prospéré et copulé pendant des années. Elles ont mangé le dossier du siège arrière, il y a des trous, il y a des crottes un peu partout, donc l'intérieur il est à démonter intégralement, à nettoyer et ensuite voir ce qui est sauvable, est-ce qu'on en garde des bouts, est-ce qu'on change tout. Donc normalement sous le capot il y avait le V8 350 et maintenant il y a un OM 617, donc un 300D qui vient sans doute d'une W115. Donc les versions diesel des W114. C'est un très bon moteur, c'est peut-être le meilleur moteur diesel que Mercedes ait jamais fait. Ils étaient réputés pour faire 1 million de kilomètres sans problème, qui n'était pas le cas du V8, ça c'est sûr. Il faut aussi penser que la conversion a été faite à une époque où le prix de l'essence avait bondi. Et entre le V8 et la modification en diesel, le coût de roulage était au moins divisé par deux puisque le gasoil était moins cher et qu'elle consommait peut-être 8 litres en diesel alors qu'en V8 elle devait consommer au moins 15 litres de sans-plomb. Donc au début des années 80 c'était pas négligeable et ça a pu motiver la transformation. Évidemment tout est dans son jus, les freins, tout le circuit hydraulique ça sera à revoir intégralement. Je me demande même si je vais pas sortir le moteur pour pouvoir vraiment faire un gros coup de propre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les supports moteurs sont des supports moteurs d'origine Mercedes et que tout se monte, on dirait que c'est un montage qui a été fait à l'usine comme sur ma W108. Ça tombe en lieu et place du V8, il n'y a que l'échappement qui a été transformé. Et chose intéressante, j'ai remarqué que entre le berceau et la caisse, il y avait ce qui ressemble à un petit amortisseur pour amortir les vibrations du berceau moteur à la caisse. Les sous-bassements, ils sont intégralement dans leur jus. Alors je croyais au début qu'il n'y avait pas trop de corrosion, mais on va voir après qu'il y a eu quelques surprises. Là vous pouvez voir le circuit de gasoil à l'ancienne, tout pourrave qu'il faudra revoir. Les freins, les cardans, tout ça c'est dans son jus, donc démontage intégral de tout le freinage, ça c'est indispensable. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse manuelle 4 vitesses qui est sans doute montée avec le moteur 5 cylindres diesel d'origine. Et la chose intéressante c'est de voir que même le carter d'huile, tout tombe. On a l'impression que c'est une voiture qui a été conçue comme ça. On peut voir que dans le tunnel, il n'y a pas de modifications qui ont été faites entre la commande de boîte auto et la commande de boîte manuelle, il n'y a pas eu de découpe, on dirait que c'est d'origine. Et les supports de boîte, on peut voir les rangées de boulons de chaque côté, et ça c'était vraiment voulu chez Mercedes. Sur la 108 c'est pareil, c'est un peu le même principe. Il y avait vraiment une volonté de modularité entre tous les groupes propulseurs et toutes les boîtes de vitesse. On voit qu'il y a plein d'emplacements qui ont été prévus pour des boîtes plus courtes, plus longues, des moteurs plus courts, plus longs. À l'avant, encore un souvenir des années 80, il y a un spoiler en fibre qui est marqué AMG. Je ne sais pas si c'est une pièce de aftermarket ou est-ce que c'est une pièce d'origine Mercedes. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et donc le gros problème c'est que j'ai commencé à gratter avec mon tournevis partout où je suspectais qu'il y ait de la corrosion, et comme sur toutes les SLC il y en a beaucoup. Contrairement à ce que le vendeur m'avait dit, évidemment on m'avait dit pas de corrosion perforante, elle est très belle, et en fait si il y en a partout, et il y avait la totale, il y avait de la mousse polyuréthane, il y avait du mastic. Donc voilà, là il va falloir sortir le disque à lamelles, la disqueuse, et puis dégager dans un premier temps pour voir un peu le périmètre et voir où est-ce que ça s'arrête. Malheureusement, même si la cote monte, la valeur des SLC est pas encore énorme, et c'est pas une voiture sur laquelle on peut se permettre de passer 500 heures en tôlerie avec sablage et rôtissoir. Voilà, maintenant vous savez toute cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Et puis la prochaine étape, ça va être de remettre le moteur en route et de gratter la corrosion pour voir jusqu'où ça va et est-ce que c'est sauvable ou pas. Est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il faut pas la faire? Moi je trouve que c'est une voiture intéressante quand même. C'est peut-être la seule SLC diesel, en tout cas c'est la seule que je connaisse qui a été dieselisée. À bientôt dans une prochaine vidéo.